Écoute, à propos de Tess, je sais même Je pas vais quoi... t'expliquer comment ça marche. Tu ne me parles pas de Tess. Jamais. Écoute, pour Tess... Si je t'emmène avec moi, il y a des règles que tu vas devoir suivre. Règle numéro 1, tu parles pas de Tess. Jamais. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la review analyse de l'épisode 3 de la série The Last of Us, produite par HBO. Énormément de choses à dire dans cet épisode 3 au point où, comme d'habitude, cela va être difficile de tout mentionner, mais on va essayer de survoler les points clés. Je vous l'annonce, il y a d'ores et déjà un élément qui me chiffonne un peu, je vais peut-être faire mes premières remarques négatives concernant la série, et c'est le comble car c'est sûrement un des meilleurs épisodes que l'on ait eu depuis le début de la diffusion. Alors mes remarques ne seront pas sur ce que vous pensez, je vous vois déjà venir. Mes remarques seront sur le personnage d'Ellie principalement. Alors vous allez me dire, on la voit pas beaucoup dans cet épisode, que pourrait-il bien y avoir? Je vais vous le dire. Donc l'épisode démarre sur Joel en train de faire un cairn. Un cairn, c'est l'empilement artificiel de plusieurs pierres. Et oui, cela a un nom. C'est en quelque sorte un repère qui est pas mal utilisé dans la randonnée pour indiquer les chemins à suivre. Ensuite, on a un bref échange entre Joel et Ellie avant de reprendre la route. Force est de constater que leur relation en est quasiment au même stade que l'épisode 1. Honnêtement, je vois pas vraiment d'évolution. Certes, ils se parlent beaucoup plus qu'avant, ça se fait plus naturellement, mais en même temps, maintenant ils sont que deux, donc forcément ils allaient pas rester bouche bée l'intégralité de la route. Cela dit, il y a toujours une certaine distance entre eux, on aurait pu croire que l'aventure, tout ce qu'il s'est passé avec Tess aurait changé quelque chose, mais même pas. En tout cas, ça en donne pas l'impression, et il y profite de la route qu'il reste pour poser quelques questions à Joel, on en apprend plus sur la vie d'avant. Joel nous explique que certains éléments de base comme le sucre, la farine, le pain et les céréales ont été contaminés, et par extension, cela a infecté toutes les personnes qui en consommaient. C'est intéressant car il précise quand même qu'il faut manger une certaine quantité pour être infecté par le champignon. On arrive à un spot de réapprovisionnement prévu par Joel et Tess, on imagine. Spot prévu apparemment depuis quelques années pour les cas d'urgence. D'ailleurs prévu depuis tellement d'années que Joel ne sait plus où sont planquées les ressources. Ça nous montre que Joel a quand même des failles, parfois il est un peu étourdi et quelque part cette forme d'étourdissement depuis l'épisode 1 prépare le terrain pour les événements de la saison 2 car c'est vrai que dans les jeux vidéo, plus particulièrement la partie 1, Joel est tellement infaillible que beaucoup ont été surpris de la tournure des choses pour la partie 2. Toujours dans ce spot de réapprovisionnement, on a Ellie qui se sépare de Joel et qui tombe sur une trappe. Je comprends pas que Joel laisse Ellie autant se balader seule sachant qu'on n'ait aucune idée de ce qu'il peut y avoir ici. Je comprends que c'est pour montrer le détachement qu'a Joel vis-à-vis de Ellie et que petit à petit on va avoir une évolution, que Joel sera de plus en plus protecteur au fil du temps. Mais là on sort quand même de la mort de Tess qui pour rappel s'est quasiment sacrifiée pour que Joel et Ellie puissent s'enfuir en sécurité. Les derniers instants de Tess, c'est littéralement le moment où elle place tous ses espoirs en Ellie pour la suite et la survie de l'humanité. Sauve ceux que tu peux sauver. Du coup, voir Joel être un peu en retrait et ne pas s'inquiéter de ce que pourrait rencontrer Ellie en se baladant seule, c'est un peu perturbant. Dites-vous bien que là, s'il se passe quelque chose et que Ellie meurt, le personnage de Tess se serait juste sacrifié pour rien. Et honnêtement, je vois mal un Joel en avoir rien à faire. Au contraire, rien que pour s'assurer que tout se passe bien et par respect pour Tess, je le vois plutôt être très attentif au déplacement d'Ellie. Ensuite, on a Ellie qui trouve un infecté dans le sous-sol, infecté qui a l'air d'être en bonne voie pour devenir un claqueur. On voit que le champignon commençait à lui prendre la partie haute du visage. Plus que ça, ce qui renforce dans cette idée, c'est qu'il commence à avoir un hurlement similaire. Ici, on a le genre de scène où clairement il faut se détacher du jeu vidéo et assumer le fait qu'on soit dans une adaptation, car le comportement de Ellie, à ce moment-là, je ne l'ai pas reconnu. Je pense qu'on a traversé assez de situations dans les jeux vidéo pour savoir à peu près comment les personnages pourraient réagir. Et là, pour moi, dans cette scène, on a eu une Ellie différente des jeux vidéo. Je fais une parenthèse là-dessus. Ellie, ça a beau être un personnage téméraire, si on prend comme base les jeux vidéo, à ce stade de l'histoire, elle est pas du style à confronter un infecté toute seule, même s'il n'y a pas de danger. Je crois que c'est bon. Ellie, tout va bien? À part que je me suis pissé dessus, ça va. À ce niveau-là, elle est plutôt du genre à dire Joël, j'ai trouvé quelque chose, et à pas trop prendre de risques. Vas-y. Essaie de trouver un truc pour la retenir. Il y a des trucs vraiment dégueux par ici. Allez. Ellie, c'est pas quelqu'un de violent à la base, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un de très doux, au point où ce qui rend le personnage intéressant, c'est de voir comment il va se développer dans un univers qui est tout l'inverse. Violent, cruel et sadique. Même quand la violence est nécessaire à sa propre survie, c'est à peine si elle assume ses actes. On va prendre les deux premières fois où l'on voit Ellie tenter de se défendre, la première fois contre Joel et la deuxième contre le soldat à l'extérieur de la zone de quarantaine. Hey,
Lâche-la. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeunes? Dans la première scène, tu vois bien que même si elle tente d'intimider, clairement c'est pas dans sa nature d'être agressive. T'as Tess qui l'arrête avec une seule main. Combien de temps? Quelques minutes. Dans la deuxième scène, avec le soldat de la Fedra, c'est encore plus démonstratif puisqu'avant de l'attaquer, elle dit carrément « désolé ». Et des éléments comme ça, il y en a tout le long des jeux. Tout ça pour dire, vraiment cette scène avec l'infecté dans le sous-sol, je ne la comprends pas. Moi je connais une Ellie qui serait presque empathique des personnes devenues des monstres malgré la menace qu'ils représentent. D'ailleurs, souvenez-vous dans l'épisode 2 de la série, ça partait un peu là-dessus avec cette scène. T'en as déjà tué? Ouais, un paquet. C'est difficile. Quand on sait qu'avant c'était des gens. On la sent préoccupée de savoir que les infectés, c'est avant tout d'anciens êtres humains, d'anciennes personnes. Tout ça pour que dans l'épisode d'après, elle tue un infecté de façon agressive. Ellie, elle est censée représenter le salut, l'espoir de l'humanité. Sur ce coup, je l'aurais plus vu tuer cet infecté avec de l'empathie, le regard triste, en mode « je te libère de cette souffrance ». Il faut savoir que même dans la partie 2, où Ellie est plus adulte et plus violente que jamais, cette violence, elle ne l'assume toujours pas car, je le répète, ce n'est pas dans sa nature. D'ailleurs, le choix de la non-violence conclut littéralement la partie 2 pour ceux qui l'ont fait. Donc je trouve qu'avoir une Ellie qui semble ressentir de la haine envers les infectés, ça sort un peu de ce propos. Après, on peut peut-être remettre ça sur le fait que ça rend le personnage plus humain, encore une fois, au même titre que Joël avec les étourdissements. Pourquoi pas, c'est une adaptation. D'ailleurs, après avoir tué cet infecté, elle ne le dit même pas à Joël. Ça renforce encore cette distance entre les deux personnages puisqu'aucun ne veut communiquer avec l'autre. La suite de l'épisode est intégralement dédiée à Bill et Frank, et bon sang qu'il y en a des choses à dire, ces deux personnages sont incroyables. On retrouve Bill avec son côté un petit peu paranoïaque, on se rend compte qu'il était comme ça bien avant la pandémie, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment fait confiance au gouvernement. On retrouve son côté geek, bricoleur, le mec il est capable de piéger une ville entière et d'en faire son foyer. On retrouve bien évidemment quelques références, la plus grosse étant le piège qui se déclenche lorsque l'on marche sur le fil. Oh. Non, Dieu! Wow. Attends, mais qu'est-ce que c'était ça? Ça, c'était un des pièges tendus par Bill. On voit que quelque part, Bill vit sa meilleure vie, il est en quelque sorte libéré du système qu'il détestait tant. On a sa rencontre avec Frank, personnage super touchant, je trouve que le développement de la relation entre Bill et Frank se fait assez naturellement. Et vous savez ce qui frappe dans cet épisode, c'est de voir les personnages face à des éléments qui ne font plus partie de leur quotidien depuis longtemps. Comme par exemple une simple douche ou le fait de manger un plat cuisiné. Tu ressens le bonheur, le plaisir, presque l'espoir, car tous ces éléments sont le reflet de la vie d'avant. Pour eux, c'est quelque chose d'ultra symbolique. Tout le passage avec le piano, c'est incroyable. Même la musique est devenue plus qu'un luxe. Tout ça est devenu un confort qui a beaucoup plus de goût qu'avant, puisqu'avant on ne pensait pas pouvoir perdre tout ça. D'ailleurs, l'épisode démarre un petit peu là-dessus quand on voit Joël et Ellie regarder l'avion qui s'est crashé. Il y a Ellie qui dit à Joël « Waouh, t'as eu la chance d'aller dans le ciel », quelque chose qu'elle ne connaîtra sûrement jamais. Donc c'est vrai que l'épisode met beaucoup l'accent là-dessus, sur les petites choses de la vie dont on ne réalise pas l'importance finalement, puisqu'elles font partie de notre quotidien. Une scène frappante aussi, c'est lorsque Bill et Frank mangent les fraises dans leur jardin. Encore une fois, tu ressens toute la chaleur qui se dégage de cette scène. Au fil de l'épisode, on apprend que Bill et Frank se sont mis à travailler avec Tess et Joël. C'est a priori Frank qui a répondu à un appel radio lancé par Tess. Ils finissent même par se rencontrer et partager un dîner ensemble. Ça se passe 13 ans avant 2023, donc en 2010. C'est super cool de revoir Tess, en plus elle est un peu plus apprêtée que d'habitude. Et surtout, ça veut dire que Tess et Joël sont ensemble depuis à minima 13 ans. C'est presque une deuxième vie que Joël a eue avec elle. Je vous laisse imaginer ce que doit représenter la perte de Tess pour lui. L'épisode conclut l'histoire de Bill et de Frank et nous retrouvons Joël et Ellie arrivant sur les lieux. Joël constate que Bill et Frank sont morts, donc pour Joël, coup dur quand même. Juste après avoir perdu Tess, ici c'est Bill qui est mort. Ça explique aussi pourquoi la radio s'est déclenchée en fin d'épisode 1, puisque Joël explique que si le compteur n'est pas remis à zéro, et bah ça lance une playlist. Une lettre lui est adressée sur la table. Pour lui, c'est l'occasion de récupérer un maximum de ressources et surtout un véhicule prêt à l'emploi. C'est intéressant de noter que Joël n'a toujours pas eu d'interaction avec un personnage en dehors des zones de quarantaine, au-delà d'Ellie. Bref, après que nos personnages se soient douchés, on retrouve une nouvelle fois les costumes tirés du jeu, puisqu'ils se sont changés. Super important pour la suite, on a Ellie qui ramasse une arme sans que Joël le sache.
tâche. Dans les jeux, c'est Joël qui donne une arme à Ellie après qu'elle ait fait ses preuves. Dans les jeux, elle montre à Joël qu'elle est capable de s'en servir et de façon responsable et efficace, donc ça se fait d'une relation de confiance. Là, dans cet épisode, c'est tout l'inverse. J'ai hâte de voir où ça va nous mener. Et l'épisode se termine sur le départ de Joël et Ellie en voiture. On commence à déceler un début d'attention de Joël vis-à-vis d'Ellie, surtout au moment où il lui demande de mettre sa ceinture. Mets ta ceinture. Mets ta ceinture. C'est trop. Plutôt étonnant quand on sait qu'en début d'épisode, il l'a laissé se balader sans en avoir rien à faire. Mais ok, pourquoi pas, il fallait bien que ça évolue au bout d'un moment. L'épisode dans l'ensemble était excellent, juste une petite reproche concernant Bella Ramsey. Ma première reproche d'ailleurs concernant l'actrice qui joue Ellie. Vous savez, je vous ai dit à quel point Bill et Frank étaient expressifs face aux petits plaisirs de la vie, comme avec la scène des fraises. Bah dans le même épisode, t'as Ellie qui découvre le piano par exemple, et quand juste avant t'as eu la réaction de Frank, c'est vrai qu'il y a un léger manque d'expression sur le visage de l'actrice. T'as eu un épisode plein d'expression de la part de Bill et Frank, et repasser à Ellie, la différence se fait ressentir de fou. Ça m'avait jamais sauté aux yeux jusque là, mais dans cet épisode, waouh. J'espère juste que cette sensation va pas trop se renforcer pour la suite des épisodes. C'est là-dessus que se termine cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié la review. Encore une fois, il y a tellement de détails à noter que c'est un peu compliqué de tout voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode et des points que je vous ai partagés dans cette vidéo. C'était La Pomme Noire, ciao ciao.